Ndio, Kwewiti, Tui, Wandatendi, Wandatendari, Te Wayakwa Wasti. Comme artiste, comme producteur d'événements, comme rêveur, comme écrivain, je suis une bonne personne. Mais comme intellectuel, dans le monde de la culture savante, je suis plutôt un badass. C'est pour ça que je mets la calotte. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer d'être en interrelation puisqu'on est dans un colloque. Donc, l'idée des idées, de la recherche, de la pensée, ce que c'est que penser. Alors, j'ai amené des livres, mais j'ai aussi mes amis qui sont là, puis j'aimerais être en interrelation avec eux. Par exemple, donner une réponse à Louis Carle sur cette période où personne ne voulait rien savoir d'écriture autochtone, par exemple, et de la réponse Wendat. Alors, je suis venu un peu comme un guerrier ici. À Marie-André, je vous répondrai par une invitation sur l'amour décolonial, si ça vous intéresse. Et généralement, ma manière de penser, c'est de déconstruire cette espèce de plateforme académique pour aller vers la performance, ce que j'appelle les conférences performantes. Et je voudrais vous en donner un exemple à travers ce que je vais vous parler. Donc, de parler d'appropriation culturelle. Premièrement, qui es-tu? Dominique Deslandes. Tu viens d'où? Montréal. Toi? Muriel Claire de Montréal. Toi? C'est Paul, je viens de Jonquière. Salut, moi c'est Sarah, je viens de Genève, en Suisse. Aldo, Italie, Suisse, Montréal. Bonjour, François Paré, Kitchener, en Ontario. Margaret Parry. François Paré? Oui. C'est ça. Maxime Prévost de Montréal. Maxence Théroleon de Lyon. De? Lyon. Oh! Eric Langevin, Chicoutimi. Marie-Christine Piaffé, Toronto. Toronto, hein? François-Emmanuel de Kingston, en Ontario. OK. Kingston. Pour moi, moi je suis originaire de Wendake. Je fais partie de ce qu'on annonce notre extinction ce matin dans les médias. Voici. T'es sûr que t'existes? Je me suis posé la question. Puis finalement, je me suis dit, je vais m'habiller avec une calotte des Indiens de la côte du Nord-Ouest, avec les motifs ici d'ailleurs, hein? Le bracelet des ossements des guerriers Ganyangue et Iroquois, une montre qui me dit qu'il est bloqué dans le monde et des livres. Alors pour moi, quand j'ai regardé ce programme-là, je me suis dit, le programme de votre colloque, je me dis, c'est tout ça? Ça, j'ai acheté ça dans le marché aux puces à Paris. Hein? Tintin en Amérique. Quand je lis Huronie, je me dis, je suis pas à bonne place. Ici, c'est le Néron Antio. Quand je regarde Mythologie, je me dis, OK, on se situe dans une vieille pensée des sciences humaines et qu'il y a un gros manque dans ce qu'a apporté, ce qui va être successivement, comme si je voulais vous amener dans un voyage dans une société que je trouve dégénérée ou qui est en train de se dégénérer, qui s'appelle la France. Donc, ici, la Nouvelle-France, le Bas-Canada, le Canada français, le Québec. Et derrière tout ça, le récit qu'a fait Louis Carle de comment cette indifférence, sauf que il y a pour moi toujours eu un avant et un après Kanesatake-Oka. Si on regarde comme il faut la fracture de 90, la 4e fois que l'armée canadienne est sortie contre ses commettants, sauf qu'ils sont trouvés comme... il y a quelques problèmes. Pour moi, la pensée, donc, s'inscrit dans des contextes et évolue dans des conjonctures. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai été très dur comme critique d'art sur les littératures autochtones, quand on me l'a demandé. J'ai été très dur dans la recherche sociographique sur l'ouvrage de Maurizio Gatti. J'ai atténué un peu en 2009 en disant, voilà ce qui arrive, la vraie affaire Joséphine Bacon. On attendait ce petit livre-là. Et j'ai aussi fait perdre sa chaire de recherche autochtone à un critique émérite, prix du gouverneur général du Canada, qui s'est permis un petit livre sur les littératures autochtones. Donc, on ne peut pas dire que je suis une bonne personne dans les débats. Hein? C'est-à-dire que je débat et je pose des questions. Et sur le plan de la théorie,
je trouve que toute la question, qui est allé voir Kanata? Qui a vu Kanata? Personne, je l'ai vu. Qui était dans le cercle de parole avec la discussion? J'y étais. Qui m'a appelé? Moi, je ne l'ai pas appelé, Ariane Mouchkine, pour me parler. Donc, il faut dire qu'il doit y avoir des éléments de la pensée. Et pour moi, toute la question de l'appropriation culturelle, ce n'est pas une histoire de tourisme. Hein? Vous êtes dans un hôtel touristique. Êtes-vous un colloque savant en touriste ici? Est-ce que vous allez visiter la bonne Maison Longue? Est-ce que pour retourner et penser l'appropriation culturelle, il y a probablement une date, hein? 1491, avant. Et si vous regardez l'ouvrage de Charles Mann, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu ou qui le connaissent? C'est une bourgade, c'est un village, c'est une ville de Maison Longue, donc Wendat ou iroquoienne. C'est intéressant, cette idée de toutes ces pensées, toute cette construction qui repose sur, pour nous, une absence de couleur, hein, qui s'appelle Ashtien Statsi, hein, le noir. C'est tous ces hommes, j'ai remarqué comment il y a de citations dans votre colloque de ces hommes habillés en noir, hein, qu'on appelait les crasseux, et que vous allez tous étudier, ou je ne sais pas trop les communications, des hystériques, avec des écritures qui se sont généralement rassemblées dans ce qu'on a appelé les relations et qui étaient réécrites en partie à Paris. Donc, des textes, lorsqu'on parle de science ou un colloque, on parle de connaissance, est-ce qu'on peut poser aussi la question de la vérité et du mensonge ou encore de la légitimité de l'authenticité? J'ai assisté au lancement de la revue Inter dernièrement où ils ont invité certains écrivains. Et ça portait entre autres sur l'appropriation culturelle, mais on n'a invité aucun autochtone, mais pour parler du problème Kanata. Puis il y avait là un avocat de l'Université de Sherbrooke qui s'est plaint qu'il n'avait pas eu sa subvention pour ses recherches, qui était un avocat-chercheur, et que maintenant c'était l'ère de l'authenticité, c'est qu'il n'y avait plus de place pour la recherche des autres. Je l'ai juste demandé, je dis, tu connais ça, la loi sur les Indiens? Puis pour qui tu as travaillé pendant 25 ans, alors qu'on a vu 25 ans d'immobilisme par rapport à ces lois-là? Il y a une éthique dans le mot esthétique et ça s'applique à la connaissance. Par exemple, si je vous mets ça, c'est pour vous dire ceci. Le vent de connaissance, d'écriture et tout ça qui est venu, qu'on appelle la civilisation française, s'oppose aux Amériques. Des pensées de civilisation des trois Amériques. Et ça se reflète dans la manière de penser pour parler d'appropriation culturelle. Pour moi, je vous donne un exemple. Pourquoi? Parce que, les Québécois, il y a quelques Québécois ici, quel est votre édifice du pouvoir qui vous représente, hein, comme société québécoise, c'est quoi? L'Assemblée nationale, qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines sa nouvelle façade pour la sécurité, mais aussi que sa façade est ornée depuis 1891 d'à peu près toutes les statues qui représentent ce qu'on pourrait parler le discours idéologique de la race de la nation canadienne-française devenue québécoise. Et au-devant, quelles sont les sculptures qui sont là et qui se retrouvent l'environnement modifié? C'est 2 sculptures faites en 1884-96, présentées d'abord à la Grande Exposition universelle à Paris en 1889, en même temps que la Tour Eiffel, avant d'aboutir devant le Parlement, qui s'appelle la Halle de l'Enforêt et le pêcheur à la Nigogue, qui sont une famille abénakise, qui sont chaste, le bon Indien dans la nature, en famille, et qui donne maintenant, on a fait disparaître la fontaine, faire un puits de lumière, qui donne un agora en bas, où maintenant, les Autochtones vont être représentés par un petit court vidéo de 5 minutes, produit par la Boîte Rouge Vive, qui est un associé de l'Université du Québec à Chicoutimi, où j'ai donné des cours pendant 3 décennies comme chargé de cours. Tout ça, ça se tient ensemble. L'entrée, l'accueil par la halte dans la forêt et un pêcheur à la Nigogue. Il faut se souvenir que Nigogue est aussi le nom de la seule revue littéraire qui a duré un seul an, qui a essayé de faire de l'avant-garde, qui a été broyée. Hein? C'est intéressant, ces liens. Et c'est ça pour vous dire qu'il y a 2 grandes pensées qui sont venues d'Europe. Je ne parle pas des soutanes, oublions ça, vous êtes dans le champ avec ça. Il ne faut plus penser à ça. C'est comme des mauvaises sources, selon moi. C'est à la fois la pensée qui arrive après la Deuxième Guerre mondiale avec des Juifs qui ont survécu ou encore des homosexuels qui sont fait frapper dans la rue et qui s'appelle Claude Lévi-Strauss pour ce qui est de la pensée structurale, hein, les mythes, une définition de la mythologie et qui, généralement, qui peut se passer des individus,
qui peut se passer, c'est cette prétention à l'objectivité et à des structures. Et on connaît beaucoup les oppositions binaires, on connaît aussi... Et Lévi-Strauss est venu plusieurs fois au Québec. Il est peut-être venu devant la façade du Parlement, mais il a retenu un seul récit inou, qui appelle Montagnet. Tout le reste, c'est en Amérique du Sud et sur la côte ouest. D'ailleurs, j'ai amené le petit livre ici où il fait la préface de Bill Reed. C'est un livre écrit par Bill Reed, le sculpteur, la revitalisation des grands mâts totémiques. Vous pouvez voir celui magnifique des frères Hunt sur l'île des Sœurs. Tous ceux qui sont de Montréal, vous allez sans doute toujours voir ça restauré en 2007 et qui surplombe de l'aigle la façade de l'ancien pavillon français devenu quoi? Devinez? Hein? On le sait, un casino. Hein? La culture de consommation de masse. Et pourquoi voler le petit monde avec de l'espoir, avec des machines? Et l'autre penseur qui est ici, hein? Roland Barthes, les mythologies modernes. Vous avez tous, ou tout le monde, qui a une culture un petit peu littéraire, on les oblige à lire. Et là, voilà que Nota Bene va faire un nouvel ouvrage, il demande des personnalités québécoises, la même chose qu'on demande des personnalités québécoises ou autres pour le questionnaire de Proust. Ça va sortir, c'est Flammarion, Nota Bene. On me l'a demandé à moi. C'est intéressant, pour ça je parle alors, il manque ces deux pensées-là qui ont marqué et qui marquent encore l'influence. On prend surtout Foucault présentement, pensée qui marque la pensée pour essayer d'expliquer les textes. Bon, il y a évidemment le retour de l'herméneutique morale et chrétienne. On pourrait en reparler. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il manque deux types de pensées si on veut vraiment compléter, réfléchir comme un colloque. C'est pour ça que je vous dis, vous ne devriez pas être un colloque qui s'appelle Uronie, mais Néon Wantio. Puis vous devriez employer mythologie dans un sens d'éclatement de la pensée complexe, du sens d'Edgar Morin, ou encore des nouveaux modèles multicausales qui viennent des analyses par ordinateur, les cluster analysis. Donc, par exemple, il manque sans doute ce qui peut nous faire basculer dans la manière de penser la question de la méthode, des principes et des objets, comme on découpe un objet, vers l'idéologie, les idéologies. Si tout à coup, les discours scientifiques n'étaient pas neutres. Alors, par exemple, on pourrait lire des penseurs comme Roxanne Dunbar Ortiz, une contre-histoire des États-Unis, hein, qui est publiée avec la vie de l'UNESCO et qui nous amène dans une pensée comme Mann à dire « Oh, on a affaire à des civilisations complexes et des grandes pensées et qui avaient des liens et des relations quand on regarde le monde du maïs, le monde des patates, le monde du tabac, le monde de tous les échanges autochtones ici en terre d'Amérique. » Et il y a encore un absent, si on voulait penser dans votre colloque. Qui est-ce? Eux autres, ils le connaissent bien. Moi, je suis allé vraiment dans la francophonie. Savez-vous que la francophonie, elle est noire maintenant? Hein? Elle est africaine et haïtienne. Et où étions-nous il y a quelques années? Hein? Louis-Carl parlait, hein? Les nuits amérindiennes en Haïti, où il y avait justement un colloque universitaire sur la littérature québécoise et tout ça. Ils étaient tellement mal pris, d'abord, être en Haïti, le jour, d'une part, et d'autre part, c'est fait que c'est nous, Jean Sioui, Louis-Carl qui est là et moi qui a fait la conclusion du colloque. Vrai ou faux? Oui, je pense qu'il y a du monde qui ne se sont pas présentés. C'est ça. Toujours est-il que les nuits amérindiennes expliquent vraiment des faits. Et cette idée de la pensée, bien, moi, je suis allé aux nuits amérindiennes en Haïti pour une seule raison. Seulement rencontrer, prendre un coup avec, rire avec, lui serrer la main et dire « Voilà, toi, tu as écrit un ouvrage que la terre entière devrait lire. » Parce qu'il y a des réponses sur ce qu'est l'art d'un point de vue autochtone, puis il y a des ouvertures aussi sur ce que c'est que penser. Par exemple, à votre colloque, vous devriez étudier pour l'amour du multilinguisme, c'est-à-dire une histoire d'une monstrueuse extravagance. Savez-vous pourquoi? Parce que là-dedans, il s'appelle Tom Sommerway. C'est un autochtone international qui est né complètement aux confins où vivent les Inuits, les Cris et les Dénés. Il était déjà international avant même de connaître le français et l'anglais. Il était vécu plus de 6 ans en France, hein? Et il a écrit Fjord's Queen, Champion et Onumitu, traduit par des Franco-Ontariens, donc une francophonie élargie. Et là-dedans, vous avez des réponses. Et ici, il donne une définition du mythe, une définition autochtone du mythe qui s'applique à la littérature
et qui déconstruit ou qui met en question ou qui, à tout le moins, questionne les pensées et les structures venues d'ailleurs. Ça manque, ça, lorsqu'on veut mettre mythologie dans un titre de colloque, par exemple. Ceci pour vous dire que une question fondamentale qui se pose, qui a été posée par les premières manières de penser, est-ce que nous sommes que la chose indienne? Hein? Est-ce que nous sommes et pour toujours l'objet des autres, l'objet d'étude, l'objet des représentations, l'objet? Hein? Pas l'objectivité, mais l'objet. C'est ce qui a été posé dans un essai remarquable, tellement mal traduit en anglais, en français, parce que c'est l'auteur lui-même qui s'est traduit, qui s'appelle « La chose indienne » de Bruno Cornelier, qui vit dans les prairies et qui est un intellectuel, mais qui pose la question, il dit « On n'a rien à foutre d'Anantan Capèche, on n'en a rien à foutre de Louis-Carl Picard-Sioui ou de Marie-André Gill ou de Guy Sioui-Durand. L'État, l'Empire et la façon dont les modes de production, les modes de présentation, et qui représentent bien l'absence, sauf quand on a pris nos propres outils, nos propres événements, nos propres manières de faire, et lui, pour lui, même à l'année Sobom Sawin qu'on célèbre partout, ça n'est rien à côté de « nous serons toujours la chose indienne ». Est-ce que ça s'applique pour la pensée, comme dans un colloque ici? C'est une bonne question, je pense. Cette idée d'ouvrir l'épistémologie, d'ouvrir la compréhension même des discussions de mythologie et de les faire sur des récits. Et voilà ce qui nous amène au problème de l'appropriation culturelle. On a vu se déconstruire une prétention, mais qui est pourtant restée avec des on pourrait dire des dinosaures. C'est-à-dire, moi, je pense qu'ils ont des crampes au cerveau, c'est ce que j'ai dit aux médias. De continuer à penser qu'on peut mieux parler des autres, imaginer les autres, analyser les autres à leur place. Et c'est ce qui s'est passé avec Kanata. Hein? Ariane Mouchkine, après la Comédie Française, c'est le Théâtre du Soleil, qui est une troupe remarquable qui a été reconnue dans le théâtre international, mais qui a comme mode de production ma troupe, les miens, puis on n'accepte personne. Mais là, Mouchkine, qui avait des problèmes d'argent, puis des problèmes de plus trop capable de traverser les tournées mondiales, c'est pour ça que Kanata a fait quand même une belle carrière en Suisse, un peu partout, en Italie, puis en plus donc de banlieue de cette grande capitale coloniale. Mais quand Emmanuel Press a dit, pour la première fois, je prends une année sabbatique parce que je vais aller au Brésil, tiens, aller voir les Indiens là-bas, ou des choses, bien, c'est dit, je vais faire venir celui qui est le plus high-tech, qui parle français, puis qui va m'assurer, parce qu'il y a un financement à New York City d'une tournée mondiale, Robert Lepage, hein, ici. Mais, sauf que Bob, je l'appelle Bob l'éponge, il s'est retrouvé pris dans ce contexte-là. Il a pensé, bon, bien, il serait temps, parce qu'il voulait s'opposer au gouvernement Harper, de parler de Kanata et de penser, mais il a dit aux médias, ça va être, je vais vous conter, moi, l'histoire à travers le prisme des choses autochtones. Ça a mal été, il a fait une tournée, il a rencontré des gens comme moi pour des choses techniques, il est allé jusque dans l'Ouest. Marc Gauquin, il a dit, puis on le voit dans le documentaire, moi, bien là, c'est parce que nous autres, là, on existe encore, on a aussi une dramaturgie, on a aussi une littérature, on a aussi une poésie, puis en plus, on a un public qui se déplace quand il y a un seul des nôtres dedans. C'est ça qui se passe dans le cinéma, c'est ça qui se passe au Festival Atloucan, c'est ça qui se passe... Et n'a pas compris trop parce que c'est le mode de production, puis c'est le page partout sur la Terre. Qu'est-ce que ça l'a donné? Hein? Après Slave, tout ce débat d'un an sur les appropriations culturelles et avec quelque chose qui n'a pas été compris, les Cultural Studies qui viennent des États-Unis d'Amérique, qui sont montés avec la déconstruction d'une pensée, d'une analyse globale, d'une analyse totale. Et ce qui donne aujourd'hui, le colloque qui vous a présidé ici où j'assistais s'appelait « Laissez-nous raconter ». Ce sont des cinéastes, puis qui disent « Laissez-nous raconter ». C'est un peu aussi ce que dit un ouvrage important, si on regarde le monde de la francophonie. Je le cherche. Excusez. Ils sont là. Hein? Nous sommes des histoires. Cette idée de la déconstruction de cette manière de se comporter, de comprendre et de tout ça. Et on voit les destructions un peu politiques, économiques. On le vit dans le monde intellectuel. Nous sommes des histoires. Mais la vraie affaire, c'est pas ça. La vraie affaire, c'est d'aller en France. Mais avant de faire un croche, comme je dirais, vers ce qui me semble être
deux des ouvrages que vous avez sans doute, comme dirait mon ami, j'étais content de suivre des cours, moi, en sociologie avec Jean-Charles Falardeau, hein, son oncle, Joe Siwi, ici à côté, qui était un Indien qui ne l'a jamais dit, mais c'est pour ça qu'il s'est occupé de moi, puis qu'il s'est dit, toi, tu vas faire des études, puis je te vois cette filiation-là. Puis j'en ai parlé après avec Denis Delage, et il m'a dit oui, mais Jean-Charles préférait la sociologie urbaine, la grande... mais toujours est-il qu'il disait toujours, comme vous l'avez sans doute lu, hein? On fait toujours ça pour quelqu'un qui n'a jamais rien lu. Qui a lu Le piège de la liberté? Qu'en penses-tu? C'est magnifique. C'est magnifique, hein? Puis il n'est pas trop tendre, hein, dans deux conceptions qui s'opposent. Hein? Avec le hein? On penserait que ça. Jean-Philippe Warren et Denis Delage, les conceptions qui s'opposent, et derrière ça, quand je vous parle de légitimité ou de regard. Donc, mais est-ce que quelqu'un a lu ça? Hein? Voilà quelque chose de fondamental. Parler en Amérique, écrit par Dali Giroux, hein, qui est venu ici parce qu'il y avait une grand-mère pas loin, puis que depuis ce temps-là, elle est... Et dans ce livre, Parler en Amérique, elle reprend la vraie filiation de ce que c'est que penser comme nord-américain, c'est-à-dire Jack Kerouac, On the Road, Bob Dylan, Rolling Thunder, ceux qui regardent Netflix, une pensée de déconstruction qui va vers la création. Et là-dedans, le chapitre sur la littérature autochtone. Mais elle place tout ce qui est déqualifié, démarginé, les marges. Et ce faisant, elle réhabilite un théoricien important qui devrait être pris en compte et dans l'art, et dans la littérature, et dans ce que de regarder les choses de soutane, c'est cette théorie de White, hein, puis qui est repris ensuite par Havard, un Français qui a écrit Empire et métissage, coureur de bois. C'est la théorie du milieu de Middleground, les frontières poreuses, une autre façon de comprendre les relations. Ça, c'est majeur. Je pense... Des fois, je parle de ça dans mes cours, quand ils m'invitent. Mais dans le fond, avec à Kiuna, on va d'entente, on allume le poêle, on fait comme moi, j'arrive de canoter. Qui connaît la rivière Nipisiguit, le long de la Mi'kmaq Trail, qui vont vers les Beothuk, toute la grande confédération des Abénaquis? C'est 120 km de rapide, de choses. Je viens de le faire. Puis aussi la Matapédia, parce qu'on a besoin de soleil, mais on a coulé dans l'eau à 5 degrés. C'est trop d'eau. Mais ça fait du bien parce que c'est autre chose. Mais tu as le temps de penser. Tu as le temps de faire ce que Taiyaga Alfred, parce qu'il faut penser maintenant que pour aller en France, il faut... Pourquoi vous citez tout Georges, hein? Parce que c'est important, Georges. Parce que pour deux choses. Pour une auto-histoire, il a introduit, alors que toute l'école des historiens de Laval ont ri de lui à l'époque, il a introduit la notion d'auto-histoire que moi j'ai retenue. Puis aussi, en 92, pour la première grande exposition après la crise d'Oka Kanasatake, il est invité à écrire dans la grande exposition qui s'appelait, il y a eu Terre, Esprit, Pouvoir, mais aussi Indigena. Et il met en tête un concept que je mets de l'avant depuis, le concept d'américité. Une autre Amérique que celle qui est décrite par ceux qui ont voulu une Nouvelle-France, puis une autre Amérique des États-Unis d'Amérique. Et je trouve que Georges, en ayant fait ça, a d'abord permis, et tout ça, qu'ici se tienne, un peu avant votre colloque, le Enyonwa Ndionra Te Huihia et Kwaya Te Ta Te Hui. Wendat et Wendiot, hier et aujourd'hui. Ça s'est passé ici. Est-ce que tu avais participé, toi, le Carl, ou tu étais là, comme concierge? J'avais nettoyé des fenêtres. Ben, c'est ça. Non, j'avais participé. Non, mais je veux dire, c'était important. Tu parlais de Jacques Doré, tu parlais de toutes ces choses-là, cette idée de souveraineté. Et bien sûr, Taiyaga Alfred, hein, qui vient de quitter très vite son poste à Victoria, pour d'autres raisons, mais qui est maintenant militant à Ganawagé. Mais ce qui est important chez Taiyaga Alfred, et c'est qu'il rejoint la pensée du grand artiste Robert Roule, se décoloniser, se réensauvager, penser comme les anciens, redevenir animiste, redevenir avec une pensée où les notions de pouvoir, les notions d'écriture, les notions d'expression sont plus celles. Il faut se décoloniser et c'est ce que je prône, le réensauvagement. Alors, on peut comprendre autrement les écrits de celui qui était venu en Nouvelle-France, hein, Jacques Cartier et les autres, qui a enlevé Domagaya, Tsagaoui et Donnacona pour qu'ils meurent sur la rue des Andouilles enterrés à Paris. Mais tout ça, ça va ramener quelque chose d'incroyable.
Qui a lu, qui comme moi achète dans des vieilles librairies à Paris l'Ingénu de Voltaire avec des œuvres majeures de représentation, puis c'est toutes des soutanes des abbés, écrits par un marchand, un petit peu pas loin de raciste, hein, peut-être Voltaire, mais et qui fait d'un bon Wendat, qui vient sauver les Français en battant les Anglais, mais qu'à la toute fin, s'aperçoit que c'est pas un Wendat, il est né d'un curé qui est venu fourrer des filles ici, puis qui reprennent comme ça. C'est ça, l'Ingénu de Voltaire. On pourrait les reprendre tous comme ça après, mais à la place, on pourrait aussi trouver un Huron à la recherche de l'art, traduit du québécois, sur les quais de Paris en 67, Gérald Robitaille, qui propose une théorie de l'art contemporain, qui se dit que les Hurons sont tous assimilés, qui était le secrétaire particulier d'Henri Miller, et qui il parle de l'or indien là-dedans, mais de l'or des Indes, parce qu'il était aussi marchand, il volait, tu sais, l'idée, les Parisiens, hein, les Européens, voler ailleurs puis vendre moins cher, faire un marché avec ça. Mais c'est intéressant. Mais la vérité, c'est que cette idée de réensauvagement pour renouveler les relations, ça ne se fait plus avec vos mots, vos manières de penser, puis vos exemples. 2 minutes encore. Oui, et dans 2 minutes, j'ai ici ramené quelque chose, mais quelque chose, c'est du papier, ça vient de France. C'est une enveloppe qui vient de France. Un peu comme j'étais à la colonie. Qui connaît la colonie à Paris? T'étais-tu là quand j'ai parlé? Non? Imagine, tu as regardé le premier colloque, t'es-tu dans la France insoumise? Hein? Du coup, y es-tu? Non? Parce que c'est leur lieu. Bien, parce que tout ce que... Je suis allé, moi, j'ai dit à Bob Lepage et à Mouchkine, si vous jouez, je vais y aller comme critique d'art. Je suis allé. J'étais à la première. Les médias ont à peu près tout massacré ce que j'ai dit. Mais c'est normal, ils cherchent rien que les mauvaises choses. C'était une très bonne pièce, amputée, qui aurait dû... Moi, je m'intéressais pour la première partie qui était amputée parce qu'il parlait de celui qui est la réponse, selon moi, à Louis-Carl Picard-Sioui. Toute cette période où il n'y a pas eu d'écriture, il y a eu celui que je me suis battu depuis 2000, puis maintenant, si vous allez devant les plaines d'Abraham, vous allez voir une bannière de 50 pieds par 60 pieds de l'autoportrait de Zacharie Vincent et son fils. Et dans la période dure, il y a le tout premier artiste version Beaux-Arts qui va par sa peinture, parce qu'il bégaye. Il ne peut pas être grand chef, il ne peut pas écrire, mais il va faire une œuvre qui est une contre-histoire, une contre-lecture, c'est mon hypothèse, et c'est pour ça que je me suis battu, et par les autoportraits, avant les selfies aujourd'hui. Et son œuvre est enfin reconnue, après 18 ans de bataille, que je me suis battu. Moi, on m'avait demandé en 2000, viens pas faire scandale, mais viens nous parler de Krigoff et la représentation des Indiens dans Krigoff. J'ai dit non. J'ai dit, je vais vous parler de l'Indien énigmatique au 19e siècle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de Zacharie. Et ici, on a fait la première exposition. Et après, on a invité une experte, Louise Vigneault, son livre. J'ai écrit la préface. Et maintenant, Zacharie est entré dans la collection officielle. C'est avec eux qui font toute leur publicité. Les choses ont changé parce qu'on s'est battu, parce qu'on le fait. Et c'est pour ça que j'ai une enveloppe en papier, et à l'intérieur de laquelle je vais vous, parce que je reste 2 minutes, je vais vous lire. L'an passé, j'ai fait un grand rassemblement international d'art performance autochtone ici. D'abord, demain, si vous allez au parc Cartier-Brébeuf, vous allez voir en scène et en performance Yves Sioui-Durand, grand dramaturge, prix du gouverneur général. C'est aussi mon frère. Bon, et il a fait cette performance-là signée, et je vous supplie, du moins je pensais qu'il y aurait plus, de la propager en France. Je vous la lis comme performance, et après je vous explique que peut-être ce qui est le plus important sur la Terre, c'est de se faire mordre. Je vous expliquerai ça. Acte de réparation de la part de la France, hein, ça tombe bien, en 1535, ici même en ce lieu, site historique, ici sur cette terre, baignée par la rivière Aquawinrak, se trouvait le Kanata de Stadacone, sous la responsabilité du roi Donnacona. Aujourd'hui, en ce jour du 15 septembre 2018, un an après, il y a de cela 483 ans, le capitaine Jacques Cartier de Saint-Malo, natif de Limoulou en Normandie, envoyé par les compagnies associées, la couronne française, après avoir séjourné tout l'hiver en ce lieu avec la permission des Stadagone-Garnarono, après avoir été soigné par nous, lui et son équipage,
au dégel du printemps, alors que les glaces libéraient le fleuve et que ses eaux étaient libres à nouveau, le capitaine Jacques Cartier captura et retint contre son gré le roi-nier Tonacona à bord de son vaisseau de 3 mâts et leva les voiles vers le golfe, puis l'océan jusqu'au port de Saint-Malo en France. Heureusement que ce n'était pas Nantes puis les Négriers, ça va être plus tard. Le roi-nier Tonacona vécut en France en partie à la cour du roi. Et il mourut de maladie, sans jamais pouvoir revenir dans sa terre de Stadacone. Aujourd'hui, devant vous et en ce lieu où sont déroulés ces événements fondateurs de l'emprise coloniale sur nos terres, sur nos gens, notre peuple, j'accuse, par acte d'accusation officielle, le capitaine Jacques Cartier, sous les ordres du roi de France et la France elle-même, d'enlèvement illégal, de séquestration contre le roi-nier Tonacona. J'accuse le capitaine Jacques Cartier de sévices physiques, moraux et spirituels contre la personne de Tonacona. En conséquence de quoi, j'entends dire clairement et tout haut devant vous tous que je rends responsable le capitaine Jacques Cartier et ses descendants de l'enlèvement illégal, de la séquestration contre le gré et de la mort due aux sévices moraux, physiques et par la maladie qui s'ensuivit de Tonacona. En conséquence de quoi, je demande réparation de la part des descendants de Jacques Cartier et de la part du gouvernement français actuel au nom des Hongwe Wandagea-Rono. Je demande formellement, comme acte de réparation, la restitution des ossements de Tonacona et des excuses officielles du gouvernement français. Cet acte de réparation qui interpelle les descendants de Jacques Cartier et le gouvernement français, sitôt ci-après fut et signé, sera par la suite déposé officiellement en France, à l'Assemblée. Ça fait partie de la performance. C'est de la littérature. C'est de la littérature critique. C'est un souffle. Et moi, je défends l'oralité, le souffle et toutes les formes d'oralité comme littérature. Le reste, n'est tant que de la transcription. On connaît mes écrits là-dessus. Apprendre ou à laisser. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui s'appellent la mémoire. Il y a des choses qui sont écrites. Il y a des sources. À quelle source vous abreuvez-vous? Moi, je m'abreuve à l'amour des coloniales. Je vais finir là-dessus. Le dissous, où êtes-vous? Je vais vous le dire. Le 10 août qui s'en vient, il y a le Centre international d'art contemporain de Montréal, qui est connu pour plusieurs d'avoir fait les biennales, les 100 jours de l'art contemporain, fait un événement qui s'appelle... Garde ce sourire, hein? Attends. Qui s'appelle la bispiritualité chez les Autochtones. Et là, il y a tout un courant suite à un artiste en art visuel qui s'appelle Ken Monkman et ses œuvres. Et il y a aussi tout ce mouvement de reformulation d'une théorie féministe avec les LBGTQ plus 2, je ne sais plus trop où est-ce qu'on est rendu, avec l'arc-en-ciel. Et donc, mais le problème, puis Claude Gosselin me poursuit avec ça, il dit, il n'y a rien dans l'Est, il y a juste toi qui as parlé de Ken Monkman, il y a juste toi. Il dit, je voudrais que tu viennes, Alors, j'ai dit, OK, je vais venir te faire une conférence performance. Je vais venir encore avec les quelques ouvrages qui existent dans l'Est, avec la pensée iroquoienne, qui est complètement différente avec tout ce qui vient à Anishinaabe, Algonquin et ailleurs. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne suis pas capable de faire qu'une conférence, on va faire une conférence performance. Alors, je fais entrer pour parler de la bispiritualité dans un contexte et de multisexualité, le désir. Je fais entrer ce que j'appelle les beautés rares, ce que j'appelle le talent absolu. En anglais, je dis « the next big thing ». Et je lui propose de faire une conférence performance en duo qui va être en 3 parties, les propos scientifiques, la déconstruction par les images et enfin l'action surprise indécente et qui porte sur une idée qui est née des avant-gardes et qui se poursuit parce qu'il fait le lien, selon moi, avec l'oralité et toutes les littératures. C'est cette phrase que vous connaissez tous, parce que vous êtes tous des gens de l'avant-garde. « La pensée se fait dans la bouche », qui a été dit par Tzara, je pense. Et donc, qui dit bouche, dit salive, dit souffle, dit voix, dit dents. Alors, c'est le 10 août, dans un bar, vol de nuit, à Montréal. Et j'ai appelé ça
entre chair et corps, les passages. Chair, la chair, hein? Et aussi comme les chaires de recherche, tiens non. Et les corps, le corps privé, le corps intime, le corps public, les questions sociales, les questions, et passage, bien, ce côté des métamorphoses, ce côté qui change. Est-ce que vous me croyez? Vous viendrez voir le dissous. Ah oui, c'est vrai, il y a toujours eu une cosmologie aussi qui place l'irrationnel dans nos imaginaires, dans la littérature. Ça s'appelle Soleil-Lune. J'avais le choix entre la Lune. Finalement, j'ai pris Soleil-Launière comme complice. Tiens, ouais.